Je vais partager 2 vidéos dans la description qui m'ont fait beaucoup, réagir, mais dans le sens où, j'avais enfin l'impression d'entendre un écho de quelque chose que je dis depuis longtemps. Premièrement, un politicien français dont j'oublie le nom, j'ai écouté 2 fois, j'ai trouvé ça tellement bon ce qu'il disait, mais c'est surtout sur la notion de multilatéralisme que j'ai souvent apporté et il y a parmi les vidéos qui ont été les plus vues sur ma chaîne ici, étaient par rapport à Israël et Gaza et tout ça. Et je veux d'emblée souligner un truc qui peut-être peut porter à confusion parce que je suis pas contre, en fait, je devrais dire, je suis pas pour ce que Netanyahou fait dans la bande de Gaza. Mon point n'est pas de cet ordre-là. Mon point est de dire, ceux qui font une analyse en disant qu'on pourrait essentiellement éliminer l'État d'Israël ou déménager les Juifs, que l'État d'Israël, essentiellement, a été créé par une forme de colonisation militaire, ça, je suis pas du tout d'accord. En fait, je pense que c'est complètement faux. C'est du fake news. C'est autant du fake news que, je sais pas moi, le monde qui pense que le porc, c'est une viande de moins bonne qualité parce qu'ils ont été affectés par la propagande musulmane qui le dit, mais c'est faux. On a un porc d'extrêmement bonne qualité au Québec. Bref, le multilatéralisme qui a été le vote en 1948 ou 47, je ne me souviens plus, pour créer l'État d'Israël, a été un des premiers actes de démocratie planétaire de notre histoire connue. Et donc, c'est important que maintenant, on se range de plus en plus du côté de ceux qui ont choisi les armes face à ce vote démocratique-là. Quand je dis « on se range », je ne dis pas que tout le monde le fait, je dis juste qu'il y a une très grande mouvance. Déjà, en partant, la religion musulmane, on l'évalue à peu près 1,9 milliard et c'est rare de gens. Et c'est rare les gens qui sont dans un groupe qui critiquent leur propre groupe. Et moi, j'appartiens à aucun des deux. Donc, pour moi, c'est génial d'être capable de voir théoriquement les deux points de vue. Et je suis d'accord avec les Juifs qui disent qu'il faut critiquer Netanyahou. C'est de l'extrême droite, il y a des problématiques, il y a de la corruption, il y a plein d'affaires. Et sa réponse est disproportionnée. Par contre, dire dans l'analyse supposément scientifique, historique, anthropologique, que ça, c'est une colonisation militaire, ce que Israël fait, c'est juste faux. Israël se défend d'attaques qui sont ad vitam aeternam. Le terrorisme musulman existe, le djihadisme existe. Et donc, je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça. J'ai dit tantôt que tu as 1,9 milliard. Mettons qu'ils sont 1%. Ben, 1,9 milliard, 1%, c'est quoi? C'est 19 millions? C'est une grosse armée. Fait que bref, tu sais, la problématique du multilatéralisme et de ne pas le comprendre est extrêmement pertinente par rapport à ce que les États-Unis font. Parce qu'eux autres, ils font de l'unilatéralisme. Ils pensent, par eux-mêmes, être capables de défaire tout l'ordre économique mondial. Et la deuxième vidéo que je partage, qui est, comment il s'appelle, Farid, prédicte très bien. Fait que, donc, je mets ces deux vidéos-là, écoutez-les dans l'ordre, là, le premier dans la description, le deuxième, parce que je trouve que la deuxième vidéo est vraiment une réponse à la première, dans le sens où, OK, si ce qu'il faut, c'est du multilatéralisme pour combattre l'unilatéralisme de Trump, des États-Unis, eh bien, comment que le fait que, par exemple, on ait tendance à bouder les gens comme... C'est ça le gros changement qu'il y a avec la Chine en ce moment. C'est que avant, on avait tendance à bouder la Chine pour différentes raisons. On évitait d'acheter d'eux, on évitait des ententes, on consommait quand même beaucoup d'eux, là. Mais plusieurs positions diplomatiques, plusieurs positions économiques suivaient une lignée qui disait essentiellement on n'est pas d'accord avec leurs droits humains, avec comment ils ne respectent pas les droits humains. Et il y a des problèmes. Ils ont enlevé des Canadiens, il y a fort probablement beaucoup d'espions sur notre territoire. Et en passant, ça, c'est quelque chose de très différent avec la deuxième. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, tous les Japonais ont été mis directement en prison au cas où c'était des espions. Tandis qu'on vit dans une société maintenant tellement libérale que c'est inconcevable de faire ça, ça serait automatiquement du racisme. Par contre, est-ce qu'il y en a là-dedans? Est-ce qu'il y a des Russes parmi nous? Est-ce qu'il y a des Chinois parmi nous qui sont des espions? C'est possible. Et s'ils ne le sont pas directement, peut-être qu'ils le sont malgré eux, parce que, par exemple, ils communiquent sur des réseaux chinois qui, eux autres, peuvent être utilisés
pour rentrer dans notre réseau informatique, etc. Et donc, c'est une guerre très différente de la deuxième, si on peut dire qu'on est déjà dans une guerre et qu'on est dans les débuts, les balbutiements d'une forme de troisième guerre mondiale, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par exemple au niveau des attaques virtuelles, hacking que les Russes font, mais aussi carrément en attaquant l'Ukraine, qui est, comment dire, beaucoup plus proche de l'Europe, pas juste géographiquement, mais aussi politiquement, dans ses positions plus démocrates, etc. Et donc, bref, on est peut-être déjà dans une forme de balbutiement de Troisième Guerre mondiale, par exemple, contre la Russie, pour mettre de côté un peu la Chine dans l'analyse en ce moment. Et si c'est le cas, ben, qu'est-ce qu'on fait des nationaux russes qui sont sur notre territoire? Est-ce qu'on les traite automatiquement comme des espions? Je pense pas qu'on est là, dans notre gestalt, dans notre façon de voir le monde, mais ça montre à quel point on est dans un monde différent de la deuxième, parce que dans la deuxième, on n'aurait pas hésité à le faire. Et donc, si on est dans ce point de vue-là, il y a aussi des avantages à l'être dans ce point de vue-là, et notamment le fait de bouder. Quand je parle de boudage, je parle de... Mon Dieu, c'est quoi le bon terme? C'est pas bouder, c'est... Tu sais, mettons, tu fais des sanctions contre Poutine pour pas qu'il puisse venir aux Jeux olympiques, des choses comme ça, et mettre même des mandats d'arrestation contre lui, etc. Et donc, tu fais une espèce de mur où la diplomatie cesse d'exister. Et s'il y a bien une chose que j'aime de comment Trump est, c'est qu'il n'est pas de même. Fait qu'au moins, c'est encore parlable. Puis c'est important que ce le soit, parce qu'on ne pourra pas trouver de solution. Puis il peut y avoir des changements d'idées, il peut y avoir des changements de gouvernance. Donc quand on a l'attitude de bloquer les frontières, puis de faire comme « non, je ne veux plus te parler parce que tu n'es pas aligné avec moi politiquement », dans le fond, on s'échange, on s'arrête, on s'empêche de faire une forme de démocratie planétaire qui est fondamentale. Et donc, dans l'analyse de Farid, il y a vraiment quelque chose de très fort à ce niveau-là. Au niveau de dire, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer, par exemple, dans les ententes entre l'Europe et l'Amérique du Sud? Qu'est-ce qui est en train de se passer entre les ententes entre le Canada et la Chine? Et la Chine et plein d'autres pays en passant, tu sais. Et donc, ironiquement, Trump, qui s'inquiète d'être deuxième par rapport à la puissance économique de la Chine, est en train de vraiment mettre la Chine comme puissance économique majeure, parce que dans le fond, en nuisant à ses partenaires économiques, il ouvre la porte à des partenaires, à ce qu'on cherche des nouveaux partenaires, notamment la Chine. Et quand on parle de partenaires, peut-être le meilleur exemple, c'est le Groenland. Tu sais, le Groenland, c'est pas juste le Danemark. Tu sais, j'ai parlé du Danemark, mais il faut comprendre que dans le fond, Trump qui demande le Groenland, c'est un peu comme si, dans notre politique québécoise, Trump disait ah, tu sais, je suis pas intéressé par Montréal, mais je veux le Nunavut. Tu sais? Et donc, la posture occidentale colonisatrice, pour revenir un peu à ce que Israël n'est pas dans son histoire, mais là, ça l'est, ça serait de dire quoi? Ce serait de dire, ben, c'est juste des Autochtones. Et je trouve que les enjeux ici sont majeurs, parce que dans le fond, on est en train de voir un peu un tournant dans notre société. Qu'est-ce qu'on veut? Et est-ce qu'on va se battre pour défendre le Groenland? Et OK. Mettons que tu as d'un côté les droits autochtones qui non seulement revendiquent leurs terres, mais revendiquent aussi qu'on arrête de détruire leurs terres. Et donc, qu'on ne fasse pas de massacre dans la forêt boréale, qu'on ne fasse pas d'extrait de minerais sur des montagnes qui sont considérées sacrées, etc. Et donc, il y a un point de vue beaucoup plus animiste, de façon générale, chez les Autochtones, qui s'exprime ici dans un désir de créer un monde qui respecte l'environnement et qui ne voit pas l'environnement uniquement comme une ressource économique. Et donc, de vouloir posséder ce territoire-là et de même vouloir l'acheter, parce que les formulations de Trump sont toujours plus du côté de l'acquérir que de le conquérir. Et donc, ouais, il fait des petites menaces militaires à gauche, à droite, parce que c'est un adolescent immature, mais concrètement, ce qu'il veut, c'est juste l'acheter. Mais le Danemark, si tu comprends un peu l'histoire, en passant, il y a un super bon show sur Netflix qui s'appelle Borgen, B-O-R-G-E-N, en danois.
Euh, Borg, c'est un château. Fait que le Borgen, c'est l'endroit où il y a un... c'est leur chambre des communes, là. C'est leur parlement. Et il y a une saison où il y a vraiment un gros emphase qui est mis sur leur relation avec les Autochtones. Et tu vas voir au travers de ça que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe au Québec et au Canada. Et donc, les territoires autochtones en question, parce que c'est surtout les Autochtones au Groenland, là, OK? Il y a des typiques Danois, là, qui ont l'air des Danois, genre blancs, là, mais tu as beaucoup d'Autochtones là-bas qui parlent le danois et aussi leur langue native, qui est comme une forme d'inuit. Et je les connais pas tant que ça, là, mais grosso modo, c'est comme un peu nos Inuits, si tu veux le dire simple, ou nos Cris, ce qu'on appelait aussi nos montagnais. Et donc, c'est le Nord, tu sais. Et donc, eux autres, ils sont en ce moment avec un pouvoir décentralisateur. Ils sont souverainistes. Mais ils n'ont pas la philosophie de souveraineté, un peu comme les Québécois ou les Albertains, de dire OK, tu sais, on passe au vote, puis demain, c'est fini. Ils ont plus la philosophie autonomiste dans le sens où ils ne sont pas dans une fédération, hein, ça s'appelle le Royaume du Danemark, et ils veulent tranquillement avoir plus de compétences, un peu comme dans une fédération, jusqu'à ultimement, peut-être un jour, avoir leur pleine autonomie. Et donc, c'est un peu plus, ils sont comme plus centralisateurs que ce qu'on connaît au Canada, et ils veulent devenir un peu plus comme la province du Québec dans le Canada, c'est-à-dire aller chercher un peu plus de compétences, d'autonomie, et peut-être ultimement devenir souverain. Fait que déjà en partant, il y a ce débat-là qui date depuis longtemps, ils sont au pouvoir, c'est une coalition, il y a plein de partis qui partagent l'idée, un peu comme au Québec, tu as le Parti québécois puis Québec solidaire qui sont les deux souverainistes, mais là-bas, tu as plusieurs partis aussi qui sont souverainistes. Et donc, c'est une idée qui est extrêmement partagée et ils sont au pouvoir. Donc là, imagine que les États-Unis décident d'acheter ça au Danemark et que le Danemark fait comme OK, c'est beau, on te le vend. Tu sais, comme si le Québec vendait le Nunavut ou comme si je me mélange toujours Nunavut, Nunavik. Nunavut, je pense que c'est le nord canadien, puis Nunavut ou Nunavik, c'est le nord québécois. Mais bon, peu importe, tu comprends l'analogie. C'est comme si nous, on disait, OK, on va vendre les territoires inuits, vous ferez bien ce que vous voulez avec les minéraux. Non seulement on bafoue la démocratie du gouvernement en place, non seulement on fait ça après qu'au pouvoir, tu sais, imagine le Canada qui dirait, ah, ben là, Paul Saint-Pierre Plamondon est rentré au Québec, c'est correct, on va vendre le Québec aux États-Unis d'abord. Ça fait aucun sens. Et donc, les points de vue sur l'histoire de l'humanité ne peuvent pas être mieux articulés autour que la crise du Groenland par rapport aux droits autochtones, par rapport à l'environnement, par rapport à l'unilatéralisme, comme je parlais tantôt. Le fait qu'une personne dit « moi, je vais acheter, même si ça va contre tout le droit international », pour revenir par rapport à Israël. J'ai aucun problème qu'on émette des mandats internationaux par rapport à Netanyahou si on trouve qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été faits, tu sais. Quoique j'ai tendance à dire qu'on est mieux d'attendre justement que les cours fassent leur travail, que ce n'est pas à la population de faire un tribunal comme chasse à la sorcière. Mais il faut rester dans l'harmonie de l'analyse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire ben, c'est du colonialisme que l'Israël a fait, quand en fait, ben oui, il y a une forme d'achat de territoire qui s'est faite aussi. Là. C'est complexe, mais grosso modo, la création elle-même de l'État d'Israël, ce qui est le plus contesté dans le discours pro-Gaza, dit essentiellement que c'est une conquête par la force, qu'en fait, non, c'est un vote multilatéral. Et donc, quand on parle des fake news puis de toute la problématique du monde qu'on a de la misère à départager, il y a des affaires de base qu'il faut reconnaître. Et si on est capable de reconnaître au moins le multilatéralisme, on est capable de voir qu'on essaie de bâtir un monde ensemble. Bâtir un monde ensemble entre nations, c'est comme bâtir un monde ensemble en tant que société. Puis c'est pas juste... Tu sais, comment dire? C'est pas juste... c'est pas juste l'héritage que moi je veux laisser dans le monde. Tout le monde meurt, OK? Fait que premier constat, tu sais, il y a l'expression corps sain dans un esprit sain. Moi, j'aime toujours rajouter dans une société saine. Ça devrait être corps sain dans un esprit sain dans une société saine, si on veut vraiment bien parler du phénomène humain dans son entier. Et donc, dans cet ordre-là, il y a comme une forme de hiérarchie. Le corps, c'est meurt, c'est sûr. L'esprit, c'est un autre débat.
On ne rentrera pas ici dans cette vidéo-ci là-dessus, mais c'est un autre débat, un gros débat métaphysique et qui est très important dans l'histoire de la philosophie et qui ne peut pas être juste rejeté du revers de la main par une position athée qui dit essentiellement Dieu n'est pas sur un nuage. C'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais donc, quand même, l'esprit, mais toi, qu'est-ce que tu fais avec ton corps et ton esprit dans ta vie? Si tu veux vraiment laisser un legs, tu peux, par exemple, t'arranger pour être comme Trump, là, puis tout défoncer, puis laisser beaucoup d'argent à tes enfants, puis faire à ta guise. Mais tu peux avoir aussi un point de vue, peut-être que je considérerais, encore une fois, je m'excuse de parler du Japon, mais un peu plus japonais, dans le sens où le but de mes efforts, c'est de faire du mieux que je peux dans le but de contribuer à créer la société la plus saine. Et donc, de faire le moins de dommages que je peux, l'innocuité, mais aussi de laisser le mieux que je peux. Et donc, quand on essaie de créer une société ensemble, on pense aux autres. On est sur une même planète, on est interdépendants. C'est évident d'un point de vue scientifique. Ce n'est pas juste une théorie Gaia New Age. Là. C'est une évidence, l'unité fondamentale de toute chose. Et souvent, par exemple, les Occidentaux ont tendance à reprocher aux sociétés orientales une trop grande, une perte des droits individuels, comme les reproches qu'on fait à la Chine. Mais ce n'est pas un reproche qu'on fait au Japon. Et le Japon a un excellent équilibre à ce niveau-là parce qu'ils sont vraiment pour l'unité. Ils sont vraiment pour l'unité, mais tu sais, si tout le monde dans le métro voit une personne qui fait du bruit, il dérange tout le monde va le dire à la personne, toi tu nous déranges. Ça ne sera pas formulé, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, du genre, en tant que société, on va tolérer son droit de déranger tout le monde. Puis ça va plus être de dire, sois conscient des autres et on va apporter la conscience. Ça se peut que la personne soit malade. J'ai vu une arrestation une fois, là, il y a du monde. Je pense que c'est un monsieur qui avait regardé sous une jupe d'une écolière, quelque chose comme ça. Et ils ont procédé à une espèce d'arrestation citoyenne, là. Puis il y avait tellement de gens autour du gars qui l'ont comme un peu écrasé puis immobilisé jusqu'à ce que la police arrive. Mais il n'y a personne qui a levé le poing. Il y avait personne. C'était juste, ils se sont juste comme tous collés. Il y avait un phénomène organique d'une arrestation citoyenne qui se passait, qui n'était pas juste une personne héroïque, the one hollywoodien, qui venait sauver la situation, mais ils ont tous participé d'une façon extrêmement pacifique, innocuite. Ils n'ont pas fait mal. Et l'homme, à la fin, a comme un peu s'est affaissé, peut abandonner parce que le poids du groupe est là. Et c'est ça le multilatéralisme. Quand tu as un bully comme Trump qui pense qu'à lui seul, il peut battre la planète au niveau de l'armée, c'est pas tant de dire « Ah ben là, je vais aller m'allier à Poutine », mais c'est de dire les partenaires un peu plus neutres, comme peut-être la Chine, c'est toujours une zone grise pour moi, la Chine, c'est complexe leur histoire. Est-ce que tu peux pas tisser certains ponts de façon à ce qu'il y ait des avantages qui soient faits? Mais bon, la Chine, c'est une zone grise, c'est complexe, mais regardons juste l'Europe avec l'Afrique, avec l'Amérique du Sud, avec plein de pays asiatiques, dont le Japon, par exemple. Tout ça ensemble, c'est sûr que c'est plus puissant que les États-Unis. À un moment donné, il ne faut pas se leurrer non plus. Les États-Unis sont puissants, mais si tu le vois juste d'un point de vue one-on-one, le Canada négocie avec les États-Unis, mais si tu le vois c'est sûr qu'on perd. Mais si tu le vois d'un point de vue plus planétaire, ben non, c'est sûr qu'on perd pas, parce que c'est pas vrai que l'adolescent musclé est capable de mettre 30 personnes à terre. T'sais, moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma vie. Je suis un gars costaud, je fais 6 pieds 3, mes 2 grands passes des militaires. Je serais à l'aise, même malgré mon âge, dans certains cas, de me battre contre plus qu'une personne. Mais plus jeune, j'aurais pu me battre contre plus qu'une personne. Mais j'ai toujours su que, ultimement, moi, contre une masse, c'est impossible. Ça n'existe pas, l'espèce de The Matrix hollywoodien où tu es Neo, puis tu te promènes, puis tu fais garrocher 2000 personnes, là, à moins que tu sois un maître de la sagesse, mais je fais référence aux personnes qui ont terminé leur cycle de réincarnation et qui sont maîtres de la matière extrêmement puissants, mais même eux ne vont pas aller jusqu'à faire de la destruction dans ces cas-là. Leurs interventions vont être pacifiques. Ils peuvent immobiliser les gens, ils peuvent faire des choses, mais bon, sans rentrer dans trop des théories ésotériques, c'est juste de dire que, ultimement, le but, c'est pas de détruire les États-Unis. Le but, c'est plus de dire, si eux autres pensent vraiment qu'ils sont capables de mettre la planète à terre, c'est sûr que si la planète se tient unie, ça se fait. Et donc, quand on parle de droit international, c'est pas, tu sais, comment dire, c'est pas complètement inutile toutes les négociations qu'on a faites avec les Chinois pour parler du droit international puis de l'importance de le respecter. C'est que, justement,
ça les avantage de plus en plus de le faire parce que justement, ils sont capables de plus en plus de contrôler économiquement et de moins en moins avoir à faire référence à leur force militaire. Pas pour contredire ma vidéo où je parlais de l'importance de l'économique, du politique qui supplante l'économique. Au contraire, c'est justement de dire le droit international doit être en haut du droit économique d'une façon telle que, dans le fond, il lui délimite sa puissance. Et donc, justement, il y a des dents. Et donc, s'il y a une intervention qui est illégale, s'il y a quelque chose qui est dangereux pour le groupe, puis que c'est jugé comme tel par le groupe, même si c'est dangereux pour l'individu, que c'est dans la loi, peu importe les détails, ultimement, c'est juste une question de dire le droit international dans le multilatéralisme qui est bâti nécessairement par démocratie, donc le droit, par exemple, le droit local, il est fait nécessairement en démocratie. Puis plus tu grossis, plus c'est la même affaire. C'est juste que plus tu grossis, plus c'est comme des bulles qui se passent. C'est-à-dire que quand tu arrives, mettons, au niveau de l'ONU, c'est peut-être qu'un jour, toi et moi allons pouvoir voter pour quelque chose qui va être une résolution par rapport à l'ONU. Mais ce qui se passe à l'ONU, c'est surtout de dire, nous, au Canada, on a voté pour ces valeurs-là, on a voté pour cette façon-là de fonctionner. Dans tel pays, vous avez voté pour telle façon. On se parle entre nous. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Et donc, ce que les États-Unis font en ce moment, c'est juste de dire moi, 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 et sans respect des positions des autres. Puis c'est quoi la réponse à ça? C'est le multilatéralisme, comme je le dis dans la première vidéo que je veux que vous écoutiez. Puis dans la deuxième vidéo que je veux que vous écoutiez, c'est le côté un peu plus où on en est dans l'évolution de cette chose-là et comment finalement, concrètement, on n'est pas en train de voir un monde où les États-Unis sont en train de dominer, mais concrètement, on est en train de voir un monde où la Chine domine et où les États-Unis sont en train de se faire terrasser par le multilatéralisme. Et donc, quand je défends Israël dans son droit historique d'exister, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun crime qui est commis à Gaza, quoique je reste sceptique sur certaines choses qui sont avancées, mais je suis juste en train de dire, et je suis d'accord avec certaines réactions inappropriées de la part de Netanyahou, mais je suis juste en train de dire, ce qui compte vraiment dans l'histoire de la création d'Israël, c'est le fait que c'est un vote multilatéral. Si on n'est pas capable de respecter ça, on n'est pas capable de bâtir un ordre mondial qui est bâti sur la démocratie. Hein? Quand tu dis le mot ordre mondial, tu as tout de suite un paquet de paranoïaques qui embarquent. Mais une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de paranoïa là-dessus, c'est qu'on ne veut pas avoir un ordre mondial qui est fondé uniquement sur un groupe qui contrôle les autres. Ce qu'on veut, justement, c'est du multilatéralisme. Donc, autrement dit, on veut avoir le droit de voter. On veut avoir le droit de dire notre mot par rapport à l'ordre mondial qui est en train de se créer. Parce que c'est inévitable qu'il va y avoir un ordre mondial. C'est inévitable que l'humanité devienne une. Elle est déjà. Tu sais, on est déjà des avions partout, des aéroports, on se garoche. L'humanité est une, c'est un fait. Mais c'est juste qu'au niveau du droit international puis de comment on gère les choses, ça ne l'est pas vraiment. Et donc, il y a des gros déséquilibres au niveau des salaires minimums, des conditions de vie. Il y a comme des paradis fiscaux qui donnent énormément d'opportunités à des entités économiques de grandir et de contrôler des nations entières. Et donc, plus on va être capable de travailler ensemble entre nations de façon multilatérale, plusieurs côtés qui travaillent ensemble, plus on va être capable d'avoir une forme de démocratie mondiale. Et donc, cette espèce de premier vote qui a eu lieu par rapport à la création d'Israël, si je dis premier vote, je ne sais pas si c'était le premier, mais c'est un des premiers importants. C'est sûr que ce n'était pas le premier, là. Je suis sûr qu'il y a eu d'autres votes avant, là. J'ai lu un peu là-dessus, mais peut-être le premier en termes d'importance puis de création d'un État et d'impact qu'il a encore jusqu'à ce jour. Et donc, peu importe notre position par rapport à Gaza, il ne faut pas que ça soit une position qui renie le fait qu'il y a eu un vote démocratique par rapport à la création de l'État d'Israël. Et le renier revient à être d'accord avec Trump puis dire ce qui compte, c'est la force. Ce qui compte, c'est la réponse des pays arabes à côté qui ont attaqué l'État d'Israël. Ce qui compte, c'est est-ce que les États-Unis sont capables de prendre le Groenland puis le reste, vous fermez votre gueule. Et c'est sûr que sur le long terme, c'est pas ça qui va l'emporter. Parce qu'un bully, ça peut fonctionner un certain temps, là, intimider tout le monde dans un coin, mais à un moment donné, le monde, il se rend compte qu'ils sont 26 contre 1, puis qu'ils sont capables d'écraser cette personne, aussi compétente soit-elle dans les arts martiaux. Bref, voilà.